Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour l'émission, le nouveau programme de Via Poste autour des thématiques qui vous concernent au quotidien. Je m'appelle Dorothée Christie, je suis journaliste et je suis ravie de vous accompagner pour ce premier numéro autour d'un sujet fort. On va parler de la reconnaissance. Nos invités vont partager avec vous leur histoire, leur parcours et revenir sur le déclic qui a tout changé pour eux. Des témoignages forts et de belles leçons de vie. C'est tout de suite dans l'émission. Et j'ai le plaisir d'être entourée de 4 invités qui ont accepté notre invitation avec certains visages que vous reconnaîtrez sans doute. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui une figure emblématique du rugby à 15, ancien joueur, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Guy Novès est avec nous. Bonjour Guy. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Alors avant d'échanger plus amplement, découvrons ou redécouvrons votre parcours en quelques images. Guy Novès, vous êtes un sacré personnage, un homme emblématique, parfois controversé, excellent meneur d'hommes au caractère puissant. Vos 40 ans de carrière dans le rugby vous ont valu le plus grand palmarès tricolore, mais vous aviez à peine 23 ans la première fois que Stade 2 vous a suivi, la veille d'une première sélection en équipe de France. Vous incarnez la réussite du rugby français, 10 fois champion de France, dernier titre en date 2012 et 4 fois champion d'Europe, dernier succès en 2010. Fabien Pelouse a évolué 12 ans sous vos ordres et il a eu le temps de jauger votre meilleure arme. On dirait qu'il a une ligne directe avec le cerveau de ses joueurs pour les faire soit réagir, soit les conforter dans ce qu'ils font, enfin trouver les bons leviers. Bravo pour ce palmarès impressionnant, une ligne directe avec le cerveau de ces joueurs, disait Fabien Pelouse dans la vidéo, un atout formidable pour faire passer vos messages et les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. On va parler aujourd'hui de valorisation et de reconnaissance, évidemment dans un sport comme le rugby, mais aussi dans une entreprise comme Via Poste, les succès ne peuvent être atteints que collectivement, forcément. Il prime sur l'engagement individuel, selon vous, cet engagement collectif, Guy Novès? Écoutez, pour faire un collectif, il faut, à mon avis, il faut avoir un certain nombre d'individus. Donc, individuellement, c'est très important. Et atteindre, évidemment, la cible qu'on s'est fixée tous ensemble avec le collectif. Donc, en ce qui me concerne, on arrive jamais seul. On a toujours besoin d'un certain nombre de personnes autour de soi et dans le cadre du rugby, et je pense que dans l'entreprise c'est pareil, je pense que toutes les personnes ont une importance capitale. Que ce soit les personnes qui sont pas simplement les joueurs de rugby qui rentrent sur le terrain et qui vont nous montrer certaines choses pendant leur match, mais le staff, les gens qui font partie du club, enfin tout un certain nombre de personnes qui ont des interventions capitales et qui permettent à l'individu et au collectif en suivant d'avoir des résultats. Oui, la reconnaissance, c'est pas uniquement pour les acteurs visibles. Il y a tout la face immergée de l'iceberg en quelque sorte. C'est ça. La partie visible, ce sont ce qu'on attend tous derrière l'écran ou sur le terrain. Ce sont les joueurs qui rentrent, les 15 gars qui rentrent. Mais derrière, c'est un monde de fourmis qui gravitent et qui font que on a vraiment besoin de toutes ces personnes, que ce soit le ou les secrétaires qui sont à l'intérieur du club, que ce soit le staff avec les médecins, les podologues, ceux qui s'occupent de la vidéo, les préparateurs physiques, etc. Il y a vraiment un certain nombre de spécialistes dont on a tous besoin, qui font que on sait que le collectif est issu d'individus et évidemment il faut arriver grâce à ces individus à créer ce fameux collectif qui est capital pour le résultat. Et oui, vous le disiez, en même temps, penser collectif n'empêche pas de considérer chaque joueur, chaque collaborateur individuellement. Pour vous, la reconnaissance des individualités signifie que vous adaptiez vos discours en fonction de chaque joueur, de sa personnalité, de son état du jour, son humeur, c'est ça? Mais écoutez, d'abord, on les voit tous les jours, donc on a cette chance-là.
sans qu'ils le sachent, en leur disant bonjour, parce qu'on voit une cinquantaine de personnes, donc c'est un peu plus facile. Sans qu'ils le sachent, ils ont une petite dose de poison qu'on leur insuffle, qui est adapté à chaque individu. Le discours est adapté. Le discours du manager, du coach, le discours on les voit. Le gars qui me nettoie le vestiaire, il est très important aussi parce que lorsque les gars arrivent dans le vestiaire, il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit parfait. Donc il a son importance. Et s'adapter aux autres reste quelque chose de déterminant et de capital. Et notamment lorsqu'on a des responsabilités, lorsqu'on est en charge d'un groupe qui est lié, encore une fois, au nombre d'individus qui le composent. Donc coacher collectif, c'est aussi coacher chaque joueur individuellement, forcément. Coacher collectif, c'est en permanence revenir sur l'individu. Je m'adresserai pas, on a vu Fabien parler il y a quelques secondes, je m'adresserai pas à Fabien comme on s'adresse à d'autres joueurs. Je m'adresserai pas à Thierry Dussautoir comme on s'adresse à d'autres joueurs. Il y a chaque fois, ce sont des personnes qui sont toutes différentes, qui viennent de milieux différents, avec une éducation différente. Donc c'est ça qui est important. C'est arriver à faire en sorte qu'elles puissent donner le maximum pour le collectif, de manière à ce que chacune d'entre elles soit valorisée à sa juste valeur. Et puis chaque joueur aussi est différent d'un moment à l'autre. La semaine dernière, vous lui aurez peut-être pas parlé de la même façon en fonction des événements, etc. Mais après, on est tributaire des résultats. Donc évidemment, le discours change en fonction des résultats et en fonction du week-end qui arrive, puisque nous, on est remis en question tous les week-ends. Lorsqu'on avait des matchs qu'on gagnait, qu'on perdait, qu'on gagnait, qu'on perdait, on a toujours une forme de remise en question. Donc évidemment, le discours est adapté à chacun d'entre eux en fonction du week-end qui arrive et du week-end qu'on aura passé. Guy, selon vous, quelles sont les qualités essentielles d'un bon manager? Ça vous fait rire? Elles sont nombreuses, c'est ça? Mais oui, nombreuses, disons que il faut savoir écouter et entendre. Un bon manager, c'est quelqu'un qui se fond dans une masse sans qu'on s'en rende compte. Un bon manager, c'est quelqu'un qui peut s'adresser aux autres et qui a obtenu la confiance des autres. C'est-à-dire que ce terme de confiance, pour moi, est capital. C'est une façon de pouvoir dire la vérité aux personnes auxquelles on s'adresse. C'est ça le bon manager. C'est celui qui arrive à dire quelque chose qui est pas toujours facile. Parce que quand on s'adresse, vous voyez, quand on s'adresse à des joueurs internationaux et qui sont un peu moins bons, leur dire qu'ils vont pas jouer, c'est compliqué. Donc le bon manager, c'est celui qui est capable de pouvoir le dire, et tout en obtenant la confiance du joueur, parce qu'il faut pas le laisser d'un côté. Il faut essayer de tisser une toile d'araignée autour de lui, que ce soit avec le médecin, les spécialistes, qui sont 3/4, un avant. Il faut essayer de tisser autour de lui ce qu'il faut pour lui permettre de revenir à son meilleur niveau. Et un bon manager, c'est celui qui est capable de faire ça. C'est celui qui est capable de partager, d'entendre. Encore une fois, je répète, mais il faut pas qu'il pense qu'il a toujours raison. Un bon manager, c'est celui qui est capable vous savez, Fabien le disait il y a pas si longtemps, c'est ce qu'on fait ne va pas. Il faut changer. Le bon manager, c'est celui qui est capable de se réadapter et de pouvoir en permanence avoir, que ce soit techniquement ou physiquement, ou qui est capable de revenir sur ce qu'il a dit ou ce qu'il pense. Donc c'est ça pour moi, un bon manager. Et puis il y a aussi une vraie proximité avec ces joueurs avec qui vous vivez en permanence. Vous devez les connaître parfaitement. Pour pouvoir arriver à dire des choses, il faut encore une fois, Fabien disait, je rentre le cerveau, mais c'est vrai que c'est ce qui me plaisait le plus. Quand on est manager, c'est connaître les qualités, les défauts, les points forts, les points faibles de chacun d'entre eux. Donc, arriver à pouvoir, pour pouvoir leur dire des choses, il faut entendre leur histoire.
Vous savez, au début, c'était que des joueurs français. Des dernières années, c'était des joueurs arrivant de tous les pays. Donc, il faut arriver à pouvoir installer encore une fois une forme de confiance très importante entre ces joueurs et nous, pour pouvoir arriver à ce qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je pense à un joueur fidjien qui est arrivé, qui faisait peut-être 30 kilos de trop pour être vraiment efficace. Il a fallu installer une confiance avec lui, mais pour installer cette confiance, il a fallu que les secrétaires s'occupent de sa femme, s'occupent de ses enfants, lui permettent de sentir qu'il était venu en terrain dans un club où vraiment il n'était pas le seul dont on pouvait s'occuper, mais on s'occupait de toute sa famille. Et du coup, on a installé cette confiance. À partir de là, on est arrivé en travaillant avec lui, en quelques mois, à lui faire perdre ce qu'il avait à perdre. Et à la sortie, il a été très efficace. Donc, c'est ça qui est très important. Et ça, à tous les niveaux, avec tous les joueurs. Et puis, quand on préparait cet échange, vous aviez évoqué une anecdote avec un joueur, Cédric Aimant, avec qui vous aviez été très franc. Cédric Aimant, c'était quand il est arrivé jeune joueur, c'était un des meilleurs joueurs français. Il jouait 3 carrels. Quand il est arrivé jeune joueur, son beau-père était un ancien joueur de rugby de haut niveau de Brive, et donc Cédric l'écoutait souvent, et ce beau-père qui s'appelait Badin, je me rappelle très très bien puisque je jouais à cette époque, lui disait: t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es ceci, t'es cela. Donc je suis allé voir Cédric, je lui ai dit: écoute, c'est pas très compliqué, soit tu écoutes ton beau-père, il te dira toujours que tu es beau, que tu es le meilleur, soit tu m'écoutes à moi et moi je te dirai la vérité. La vérité, c'est ça qui est important. Le joueur, mais il fallait installer de la confiance entre lui et moi. Bon, je pense que c'est ce qu'il a fait, et à la sortie, je pense qu'il a été un grand joueur de l'équipe de France. Merci beaucoup Guy pour ce partage d'expérience. C'est passionnant, on pourrait vous écouter pendant longtemps. Mohamed est passionné aussi. J'imagine que ce que Guy a raconté résonne également en vous. Mohamed, vous êtes directeur de plateforme Multisite. On va revenir un petit peu sur votre parcours chez Viapost. Un parcours évolutif et jalonné de succès. Vous êtes entré dans l'entreprise il y a 12 ans comme intérimaire sur le site de Shell. Rapidement identifié pour votre potentiel, vous signez un premier CDI et vous devenez cadre à l'âge de 22 ans. Vos qualités pour gérer vos équipes et mener des projets stratégiques vous permettent ensuite de gravir les échelons dans vos activités. On peut citer notamment les ouvertures de sites, comme les PFC de Gennevilliers, d'Angers, l'ACP de Logne, la PFC de Montreux ou encore la gestion des pics d'activité, entre autres. Voilà un petit peu le panel de vos activités. Et puis à chaque étape, vous avez été reconnu pour vos compétences. C'est ce que vous essayez de reproduire avec vos équipes aujourd'hui en étant à la fois à l'écoute, attentif à leurs actions? Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu ce que disait Guy. Aujourd'hui, nos équipes, ils ont besoin de confiance, et c'est une confiance qui se gagne. Puis comme vous l'avez dit, j'ai évolué assez jeune, donc j'étais aussi attendu par mes équipes parce que à l'époque, quand même, passer cadre à cet âge-là, c'était, je sais pas, un peu. Il y avait un peu de défiance. Un peu de défiance, et puis j'avais des collaborateurs qui avaient le double de mon âge, donc ils attendaient derrière, et puis j'ai réussi à gagner cette confiance. Et puis ça s'est toujours bien passé. Et puis j'ai aussi eu des échecs, mais pour moi, un échec, c'est une leçon. Donc on a continué à avancer. Donc un climat de confiance installé avec vos équipes, ça signifie être disponible aussi pour eux? C'est important, la proximité, se rendre disponible, à l'écoute. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et puis vous accordez une véritable importance aux petits gestes, à la reconnaissance au quotidien. Vous pouvez nous raconter un petit peu par quoi ça se traduit? Un simple bonjour, en appelant le collaborateur par son prénom. C'est des choses simples. Donc vous connaissez à peu près les prénoms de tout le monde? Oui. Plusieurs centaines de collaborateurs dans votre équipe. Pour moi, c'est important. Ouais. Donc le bonjour, un petit mot. Un petit mot, et puis avec la confiance, encore une fois, on a des collaborateurs qui ont aussi des problèmes. Et puis avec cette confiance, on l'essaie, donc on essaye de travailler sur de l'amélioration ensemble. Bonjour, merci aussi et bravo. Bravo. C'est important. Très important.
En permanence, vous essayez de leur prouver leur reconnaissance, les remercier pour leur engagement? Oui, mais même suite à un échec, les remercier, leur donner du sens, puis repartir sur le bon rail. Oui, on va y revenir sur cette notion d'échec très importante. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a fait évoluer en tant que manager, le déclic qui vous a amené à considérer davantage encore la reconnaissance essentielle à apporter à vos équipes? Oui, une période assez compliquée, et puis la période Covid, hein, où ça a été compliqué sur notre activité. Bon, on a doublé les volumes et on a eu des équipes vraiment engagées, vraiment. Donc oui, on faisait des briefings qui sont pour moi très importants, mais à la fin de chaque vacation, on s'applaudissait tous ensemble. Oui. Ouais. Donc vous applaudissiez les équipes Ouais, en les remerciant, et puis c'était très important, et puis ça a créé aussi encore une fois de la confiance, mais une vraie équipe soudée. Parce que forcément, il n'y avait plus d'histoire de week-end, de jours fériés. Là, c'était non-stop. Ça vous fait rire, Guy? Oui, ça me fait sourire parce que oui. Effectivement, c'est une belle évolution. La période du Covid, forcément, a été marquante et on comprend que ça a été un déclic pour Mohamed. Et puis, vous essayez aussi de donner aux autres les mêmes chances et les mêmes opportunités que celles dont vous avez bénéficié. Ça passe par la promotion des talents et notamment pour les collaborateurs qui sont en intérim, comme vous l'étiez. J'ai des collaborateurs sur le nouveau périmètre que j'ai récupéré, notamment Montreux. J'ai 3 responsables d'exploitation niveau 1 que j'ai connus en tant qu'intérimaire. Et aujourd'hui, j'ai mon ancien responsable d'exploitation que j'ai promu aussi, qui est maintenant cadre et qui a commencé en intérim. Donc un peu comme vous. C'est ça. Vous leur faites bénéficier des mêmes chances que Exactement. Les vôtres. Alors vous le disiez tout à l'heure, reconnaître les réussites, c'est important, mais reconnaître les échecs et en tirer des leçons, c'est essentiel. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe quand il y a quelque chose qui s'est peut-être pas passé comme prévu. J'ai validé des personnes à des postes qui n'étaient pas forcément au rendez-vous et on a dû s'en séparer. Donc j'ai pas pris ça comme un échec, mais comme une leçon, et puis j'en ai tenu les bons critères pour pouvoir aussi avancer derrière et pouvoir continuer à faire évoluer, parce qu'aujourd'hui cette personne-là n'était pas au rendez-vous, donc je peux me dire bon, je vais mettre un frein sur les promotions, mais non, au contraire, ça m'a permis d'avoir une meilleure visibilité. Donner du sens à l'échec, c'est important. Guy, j'imagine que vous-même, vous étiez confronté forcément. L'échec, c'est un coup on gagne, un coup on perd, ou 2 coups on gagne, un coup on perd. Mais en fait, quand on débriefait les matchs, je me rappelle très bien le lundi, puisqu'on avait joué le week-end, quand on débriefait les matchs, ce qui était très important pour nous, c'était d'abord de montrer des images, parce qu'on débriefait avec la vidéo, de montrer des images de ce qui avait bien marché et finir par ce qui n'avait pas marché. C'est ça la technique. On commence par le positif. Oui. On caresse dans le sens du poil avant de... mais surtout, le but, c'était que les joueurs se remettent en question après ce genre d'échec. Se dire, bon, mais finalement, on aurait pu gagner, effectivement. Mais il fallait quand même de manière très importante regarder pourquoi on avait perdu. Donc ça, c'était très important. Je faisais l'inverse quand on avait gagné, mais bien sûr, parce que là aussi, quand on gagne, on montre ce qui a bien marché, et puis on montre ensuite ce qui n'a pas marché, parce que les joueurs se disent on aurait pu perdre. Donc l'échec fait partie je pense qu'il a raison, fait partie d'un apprentissage, de quelque chose par lequel il faut passer pour pouvoir comprendre et ne pas surtout penser que ça ne reviendra plus. L'échec nous guette tout le temps. Donc, nous, on était habitués à ça et je pense que dans l'entreprise, c'est pareil. Et est-ce qu'il n'est pas finalement presque plus formateur, l'échec, que le succès? C'est de l'échec qu'on apprend. Moi j'aime bien le succès. Oui, là je vais peut-être un petit peu trop loin. Mais encore une fois, je pense que l'échec fait partie de notre vie et on apprend à nos enfants que l'échec en fait partie, parce que ça peut être destructeur de ne pas vivre que dans le succès. Ça peut être destructeur à tout point de vue. Donc il faut comprendre que la vie est faite de moments, de montagnes à franchir, très importantes. Et je pense que ce qui est très important, ce que j'ai entendu, c'est
c'est l'évolution dans l'entreprise. L'évolution. Je le sais parce que j'ai moi-même 3 enfants et donc dont une fille qui est avocate et qui est rentrée dans une grosse entreprise et maintenant et qui voit l'avenir avec une progression permanente. Et ça, c'est capital. Merci beaucoup Guy, merci Mohamed pour ces témoignages. Catherine Goldfarb, on a bien compris que le rôle de manager était un pilier fondamental dans l'équilibre d'une entreprise et elle est au cœur de la stratégie d'engagement de Viapost. Vous êtes la directrice des ressources humaines de Viapost. Que faites-vous pour accompagner ces managers ? Eh bien, en fait, l'objectif, bien sûr, c'est de multiplier les réussites collectives et individuelles, et on le voit, et c'est ce qui fait gagner l'entreprise. Et nous avons en fait mis en place une université Viapost qui est dédiée aux managers. Et donc, nous essayons de leur transmettre par ce biais les outils, les méthodes qui vont leur permettre en fait de grandir et puis aussi de faire grandir leurs équipes. Et donc, nous avons créé des modules de formation, mais vraiment dédiés à tous les managers et donc à tous les managers des différentes sociétés de l'entreprise. Et nous avons par exemple un module classique sur les bases du management avec un focus particulier sur l'appropriation des valeurs. C'est très important chez Viapost. C'est vraiment l'ADN de Viapost. Et donc, nous avons aussi des modules qui sont plus orientés, par exemple, sur les émotions et l'efficacité, sur l'écoute active pour mieux communiquer, comment on incarne son feedback. Voilà, il y a beaucoup de modules qui permettent de réfléchir au rôle du manager. Et à l'efficacité en fait du management avec l'équipe et avec chacun des collaborateurs. Parce qu'on comprend bien que l'humain, l'aspect humain est aussi important dans un rôle de manager que finalement presque les compétences. Enfin, c'est vraiment les deux sont essentiels. Tout à fait. Nous avons aussi dans ces modules fait participer en fait les managers qui ont et donc Mohamed en est un bel exemple qui ont participé à évoluer en fait dans l'entreprise et donc c'est aussi une manière de les reconnaître dans l'entreprise. Ce sont des exemples que les collaborateurs peuvent suivre. C'est éclairant pour tout le monde. Vous pouvez Mohamed nous faire un petit retour sur ces modules que vous avez co-animés ou que vous avez suivis? Dans les deux sens. Les deux sens. Et alors racontez-nous. J'ai suivi cette formation et puis par la suite j'ai co-animé. C'est enrichissant et puis ça permet aussi de voir d'autres personnes sur d'autres sites parce qu'aujourd'hui on est sur le plan national donc collaborer et écouter chaque expérience et puis aussi pouvoir les aiguiller et puis leur donner du sens sur des échecs qu'ils ont aussi rencontrés. Ce sont des modules qui sont très plébiscités, je crois. Vous avez quelques chiffres? Oui, nous avons plus de 1200 formations qui ont été réalisées depuis la création de l'université en 2021. En gros, on a 30% sur l'écoute, enfin sur tout ce qui est savoir-être, on va dire, 30% sur le management et 30% sur la communication. Belle notion, bel engagement de l'entreprise, donc entreprise engagée, mais quelle est la part de l'engagement individuel selon vous, Catherine? Rien ne peut se faire sans l'investissement en fait du collaborateur, sans sa curiosité, son envie d'apprendre, de comprendre. Et quand tout ça se met en œuvre, le manager qui joue son rôle permet à toute cette réussite et cet engagement individuel et collectif. Merci beaucoup Catherine pour cet éclairage sur les actions de Viapost pour accompagner les managers et contribuer ainsi à une culture d'entreprise positive, une notion de plus en plus plébiscitée. Alors lui aussi a su mettre en avant ses compétences pour suivre un parcours émérite chez Viapost. Il s'agit de Malik. Bonjour Malik.
Je pense que tout le monde est impatient de découvrir votre histoire. Vous êtes technicien de maintenance sur le site de Shell, mais ce n'est pas le premier poste que vous avez occupé chez Viapost. Vous avez porté plusieurs casquettes depuis 2016, année de votre entrée dans l'entreprise. Je vais raconter brièvement votre parcours. Interrompez-moi évidemment si je me trompe. Après des études en système électronique, vous avez décroché un premier emploi comme opérateur de presse, une mission en intérim, comme pour Mohamed. Vous avez ensuite signé un CDI, puis tenté d'obtenir un poste de chef d'équipe. Mais votre lettre de mission n'a pas donné de suite. Les échecs, on le disait, font partie de la vie et vous avez rebondi. Et c'est lors de l'ouverture du site de Saint-Thibault-des-Vignes que vous avez saisi votre chance en devenant finalement chef d'équipe. Et puis le tournant important de votre parcours a eu lieu lorsque vous êtes devenu technicien de maintenance. Voilà pour ce beau cheminement professionnel. Et précisons au passage que vous avez croisé le chemin de Mohamed, qui a été votre manager, c'est ça, à un certain moment? Oui, elle a été manager sur le site de Shell. Donc moi, quand j'étais opérateur, donc des bons souvenirs que j'ai gardés du croisement qu'on a eu. Il était sympa? Il était sympa, il était juste. Très important, ce que vous disiez, Guy. Il était juste et il était vrai. Enfin, c'était pas, il cherchait pas à comment dire, à camoufler pour lui prendre la gloire, mais il cherchait justement à ce que tout le monde puisse progresser, tout le monde, chacun à son rythme et à son niveau, hein, mais que voilà, il essayait d'emmener vers le haut un peu chaque personne. Mettez en lumière ces équipes, c'est très important. On a vu votre beau parcours. De quoi êtes-vous le plus fier, Malik, aujourd'hui? Bah déjà, dans un premier temps, enfin le plus fier, c'est de faire le métier, c'est le métier en lui-même, technicien, donc de faire ce qu'on aime. Donc aujourd'hui, c'est un poste que j'occupe depuis 5 ans. Et je suis satisfait du travail qu'on me demande, du travail que je fournis. C'est quelque chose qui me plaît. Du coup, on le fait vraiment entre guillemets avec le cœur. Du coup, ça devient pas un métier pénible. Donc, je pense que là où je suis plus fier. Après, il y a d'autres fiertés sur des postes où je pensais jamais exercer, notamment manager, comme Mohamed. Donc j'ai fait un petit bout de parcours en tant que manager et c'est une autre vision dans le monde de l'entreprise, parce que c'est un côté beaucoup plus social, un côté beaucoup plus à l'écoute plutôt que technique. Ouais. Donc et ça fait grandir. On apprend d'autres choses. Alors Malik, cette ambition et cette soif de réussir qu'on devine chez vous ont sûrement un lien avec les difficultés que vous avez rencontrées durant votre jeunesse. Est-ce que vous voulez bien nous raconter? C'était principalement dans la période collège. Donc on sait très bien que les enfants sont un peu cruels. Hein. Et c'est vrai que j'ai subi un peu d'harcèlement. Un peu... tout dépend... de comment on juge un peu, mais oui, j'ai subi du harcèlement par rapport à mon surpoids. Donc j'avais pas beaucoup de copains, j'étais souvent mis à l'écart parce que voilà, les moqueries, on rentrait pas dans le moule. Donc on était différents des autres, donc voilà, assez rejeté facilement. Et du coup, ça m'a pas transformé, mais ça m'a permis justement d'axer d'être visible autrement. Donc moi j'ai choisi pas la perfection, mais un peu la réussite. Donc j'étais un bon élève. Donc dans la classe, quand quelqu'un avait 18 en maths, il est fort, il a 18. Donc on se faisait remarquer autrement. Et ça a permis justement d'avoir aussi après un certain cadre et de toujours vouloir faire mieux pour toujours être remarqué. Bravo en tout cas Malik pour cette force issue d'une souffrance au départ. Vous en avez fait une force qui vous a permis de gravir les échelons. Finalement, il se situe peut-être là, votre déclic à vous. Mohamed parlait de la reconnaissance par les mots, les encouragements d'un supérieur, d'un manager ou même d'un collègue. Vous confirmez que ça vous a aidé? Oui, ça a beaucoup aidé, hein, parce que lorsqu'on reçoit des
des encouragements ou des félicitations, bah forcément ça motive. On veut toujours prouver plus et mieux. Donc ça permet d'évoluer aussi, même psychologiquement. Ça permet une élévation, comment dire, de sa propre estime, l'estime de soi. Enfin, savoir que notre responsable ou notre directeur est content et satisfait de notre travail, bah ça nous donne confiance en soi. Donc une fois qu'on a confiance en soi, bah ça permet de faire encore plus et encore mieux. Donc je pense que c'est très important. Ça vous a tiré vers le haut, on a bien compris. Mohamed, de votre côté, vous avez également été influencé par certains mentors chez Viapost. Que vous ont-ils appris? J'ai plusieurs mentors, hein, parce que j'ai quand même fait pas mal de sites. Pour moi, les valeurs qui reviennent aujourd'hui, c'est encore une fois la confiance, la loyauté. Pour moi aussi, voilà, la confiance, mais la loyauté, pour moi, c'est des valeurs qui... Et puis ensuite, l'engagement. Et ça, c'est chaque différent mentor, manager qui vous a appris des notions différentes. Vous avez réussi à tirer le positif de chacun. Et vous essayez aujourd'hui de l'inculquer, ou en tout cas de le rendre aussi, de rendre l'appareil à vos équipes. Oui. Et une autre valeur aussi qui pour moi est très importante, surtout aujourd'hui, c'est l'impartialité. L'impartialité. Comment ça se traduit? Avoir le même son de cloche avec tous nos collaborateurs. Être vraiment impartial et juste. Et puis derrière, on va gagner la confiance de nos collaborateurs. Dans un premier temps, ils vont peut-être se dire « Ah, il est un peu dur ». Mais avec le temps, ils vont se dire, mais il est dur, mais au moins il est juste avec tout le monde. Et derrière, on va gagner. Oui, c'est-à-dire, pas, même s'il y a des personnes avec qui vous êtes plus proches, c'est avoir le même traitement avec tout le monde. Essentiel. Guy, vous êtes d'accord? C'est capital ce qu'il dit. C'est capital. Moi, j'ai toujours ce style d'anecdote, mais c'est vrai qu'un des joueurs qui était un joueur de très haut niveau, que nous avions fait signer, est arrivé en retard lors d'un de mes briefs. Donc je lui ai expliqué qu'il fallait pas qu'il soit en retard. Je vais essayer d'aller vite. Hein. Et quelques semaines après, il est arrivé en retard. Donc mon discours a changé. Il a été un peu plus dur. Et donc il serait plus en retard. Et puis il est arrivé une troisième fois en retard. Et je lui ai dit, ne te déshabille pas, on n'a pas besoin. Donc ce côté rigoureux, bon, aujourd'hui, enfin, on est très amis, hein. On est très amis à l'heure actuelle, et il a été un entraîneur connu et reconnu récemment, mais donc il a compris qu'on peut pas être en retard quand on fait partie d'un collectif. Il est capital d'être d'une part rigoureux, mais d'autre part juste. Et je pense que je suis d'accord avec Mohamed, mais c'est très important d'avoir cette rigueur d'état d'esprit lorsqu'on gère un certain nombre de personnes. Et c'est comme ça que je pense à la même chose, en fait. Et d'aller au bout de ce qu'on dit, effectivement. Et tant pis, lui, il jouera pas aujourd'hui. C'est peut-être un problème. Et pour vous, ça va être problématique, il faut le remplacer. Mais voilà, ce qui est dit est dit. Non, mais vous vous rendez compte. Oui. C'est quand vous dites à un joueur de haut niveau. Enfin, je me rends pas bien compte, mais j'imagine. Ne te déshabille pas, on n'a pas besoin. Ouais. Et puis, c'est l'exemple qu'on peut donner aux autres. C'est aussi ça. Oui. Si on tolère pour les uns, on parle d'impartialité, il a raison. Encore une fois, c'est quelque chose de capital. On peut pas. Il faut être juste. Voilà, il faut être juste et mettre les gens en confiance, c'est être juste. C'est parce que si vous en trompez un, vous trompez tout le monde. Juste et impartial, comme disait Mohamed. Merci en tout cas, merci Mohamed et Malik pour ce témoignage. Catherine, on voit bien que les différents métiers, les différentes expertises de Malik font toute sa richesse. La mobilité et la promotion en entreprise doivent être encouragées. Selon vous, que mettez-vous en place pour aller dans ce sens? Bien sûr, c'est essentiel chez Viapost et dans beaucoup d'entreprises, bien sûr. Nous avons des dizaines de mobilités de promotion chaque année chez Viapost. Donc, nous avons des outils pour favoriser cette mobilité. Nous avons des lettres de mission, par exemple, qui sont très ancrées chez Viapost
et qui permettent en fait de se mettre en situation de manière temporaire, de tester, de voir, de faire un bilan sur ce qui a été réussi, pas réussi, et progressivement de pouvoir postuler à un poste et avoir une mobilité définitive sur un poste. Ça, c'est une vraie richesse. Après, nous avons des outils comme des campagnes d'entretien annuelles, professionnelles, où les collaborateurs peuvent s'exprimer, nous indiquer leur mobilité, avec bien sûr l'avis de leur manager, que ce soit des mobilités professionnelles ou géographiques. Et puis, nous avons aussi annuellement des campagnes de revue de personnel à l'issue de ces entretiens et des revues des talents qui nous permettent d'identifier les managers évolutifs et de pouvoir organiser aussi nos remplacements avec ces potentiels identifiés. Et alors, je crois que vous aviez un message à adresser aux collaborateurs qui nous regardent aujourd'hui. C'est de saisir tous ces outils de mobilité, de promotion, de se donner en fait les moyens de ses ambitions. Moi, je dirais que vraiment, en tout cas, mon ambition, c'est que vous soyez tous ambitieux. Voilà. C'est une belle ambition. et je vois que Mohamed est d'accord, lui qui a bénéficié de toutes ces formations, voilà tout ce qui était proposé. Donc il faut candidater. Il faut candidater. On a un site mobilitéviaposte.fr, donc il faut aller voir sur ce site et ne pas hésiter à utiliser tous ces moyens et puis aussi à se faire sponsoriser. Nous avons des managers qui peuvent recommander aussi les salariés. Voilà. Donc oui, donnez-vous les moyens. Merci beaucoup Catherine, merci à vous trois pour ces témoignages, ces partages d'expériences. On a bien vu que chacun, sous un prisme différent, vous nous avez prouvé à quel point la reconnaissance, qu'elle soit par les autres ou par soi-même, était importante et un objectif vertueux à garder toujours en ligne de mire pour avancer. C'est une notion précieuse chez Viapost, on l'a compris également. C'est la fin de cette première émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous espérons que ce format vous a plu. Vous pourrez retrouver évidemment des extraits du programme sur le compte LinkedIn de Viapost. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Très belle après-midi et à bientôt.